Le squad, je suis en parfaite compagnie ici avec mes deux amis Adri et Max. On est ici pour parler un peu d'un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur le squad de la performance, parce qu'on va faire un surcoté, sous-coté. L'idée est très simple, c'est que chacun notre tour, on va aborder des thématiques en lien avec la santé et la performance sportive, et les deux autres devront dire si c'est selon eux surcoté ou sous-coté dans l'industrie du sport et de la santé. Et puis après, on nuancera un petit peu nos propos, et je pense qu'on va avoir certaines surprises. Avant ça, on va faire une petite présentation rapide. Max, je te laisse la main. Ouais, bah écoute, déjà, je suis content de pouvoir être avec vous aujourd'hui. C'est quand même assez sympa de pouvoir se retrouver et discuter comme ça. Je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis 2016. Je m'occupe notamment de boxeuses professionnelles et amateurs, boxeurs et boxeuses professionnelles et amateurs. Et puis voilà, on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui ensemble. Moi je suis Adrien Blacher, merci Max de nous avoir réunis. Et kiné du sport et prépa physique également depuis quelques années, ça a commencé en 2012 toute cette histoire. Et voilà, je travaille pas mal dans le VTT de descente vraiment qui occupe une grande partie de mon énergie et une énorme partie aussi qui est dédiée au volley. Et à côté de ça, j'accompagne pas mal de sportifs individuels en soins et en entraînement. En voile, dans d'autres formes de vélo, BMX, parc et compagnie. Et voilà, c'est ma vie professionnelle et je l'adore. Voilà. Trop cool. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'hôte du podcast, je suis préparateur physique et kiné du sport. J'ai essentiellement travaillé dans le monde du football et plus particulièrement aussi actuellement dans le monde des sports de combat, et on travaille ensemble avec Max, avec des boxeurs anglais. Je vais lancer le premier thème, les gars. Les étirements. Sur-côté ou sous-côté? Tu me tires une balle. On va commencer directement par un sous-côté, mais on détaillera peut-être plus tard. Ouais. Là, le problème, c'est que je vais souvent être d'accord avec Max. Hein. Là, non, c'est sous-côté. Après, quel type d'étirements sont sous-côté, quel type d'étirements sur le côté? Étirement statique, long, sur-côté à mort. Franchement, bon, à part dans quelques cas, dans quelques petites niches spécifiques où on a besoin de développer ses aptitudes, voilà. Après, par contre, si on parle d'étirement balistique, si on parle de, pourquoi pas, d'activo-dynamique, de contracté-relâché, tous les mots bizarres, là, je pense qu'on peut avoir vraiment une pertinence à utiliser ces outils. Par contre, au même titre que d'autres outils de l'entraînement, quoi, ça fait partie, c'est un outil à part entière. Donc un outil qu'on utilise une fois tous les 7 mois, autant pas l'utiliser. Un outil qu'on se met à utiliser régulièrement pour avoir des effets précis, pourquoi pas l'entendre. Ok. Et toi, Max, pourquoi c'est sous-côté? Alors, je dirais que c'est sous-côté parce qu'avec la tendance actuelle, on est en train justement de s'éloigner quand même très largement des étirements. Pour autant, effectivement, les étirements qui sont notamment balistiques ou des étirements courts peuvent être intéressants, notamment en pré- ou post-séance. Les étirements longs, je ne vais pas m'éterniser dessus. Il y a peut-être un certain intérêt pour redonner de la longueur aux muscles à distance des séances, mais j'en vois pas plus. Mais effectivement, sur la période, je dirais quand même plutôt sous-côté, ouais, ces étirements. Peut-être d'augmenter la tolérance du système nerveux central à la déformation aussi, ça peut mal, là pour Totalement. le coup. Moi, les gars, je pense que c'est vraiment sous-coté. Et je pense, moi, pour le coup, que les étirements longs sont extrêmement sous-cotés. Parce que la majorité des gens vont faire des étirements vraiment courts de 30 secondes, 45 secondes, même parfois moins. Je pense que là, ça a un seul objectif de stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, pour vulgariser les choses, pour la récupération, pour se mettre dans un mood vraiment de récupération. Pour autant, je pense que la problématique étant, c'est qu'à un moment donné, et j'en ai fait partie, on a stigmatisé les étirements au point de dire en fait, il faut arrêter de s'étirer parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, justement, si on reste uniquement sur ces durées qui sont très courtes. Mais pour autant, dans un but de souplesse et d'acquérir certaines amplitudes de mouvement, je pense que c'est vraiment un point intéressant. Et vous voyez, du coup, on a un point de vue identique, mais pas forcément sur les mêmes choses. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. La nuance. Yes. Max? Alors, les gars, en ce qui concerne le recueil de data
dans la préparation physique. Je le garde au sens large exprès parce qu'on peut aller sur la récupération ou sur de la prise de force. Surcoté ou sous-côté, les gars? Yes. Pour moi, c'est complètement surcoté. C'est terrible cet exercice. Pour moi, c'est probablement sous-coté. Ok. Pour quelle raison, Adrien? C'est très dur, en fait c'est un peu dur de trancher, mais je pense que c'est sous-coté parce que la plupart du temps quand les datas sont recueillies, on ne les exploite pas comme on devrait les exploiter et du coup on n'en conclut pas les bonnes conclusions, on n'en conclut pas assez de choses. Et je pense que si tu fais l'effort de recueillir des datas et que si tu cherches à savoir qu'est-ce que tu recherches avant, quels outils tu utilises et qu'est-ce que tu vas conclure de tes datas, là la plus-value je pense qu'elle est immense. Mais je pense que du coup on a tendance à se dire ouais c'est un peu la mode de surmonitorer et tout, mais parce que dans le fond moi le premier je maîtrise pas tous les outils et j'ai du mal à savoir vraiment quels outils utiliser, quelle data exploiter vraiment pour arriver à quelle conclusion. Et du coup voilà, après j'entends clairement le truc de me dire ouais il y a une école où on essaye de, bon on en connaît, on va peut-être pas forcément tout nommer les gens, mais il y a des écoles où on y va à bloc. Plus on a de data et plus on va comprendre le système, ok, et plus on va pouvoir cadrer le système et reproduire des choses et dire, et comprendre des choses. Et il y a l'autre truc, on peut se dire finalement on s'occupe d'humain en fait, et peut-être que cette petite mode entre guillemets qui est en train de revenir de se dire c'est quoi ton RPE? Et ben, est-ce que c'est pas ça la best data ever quoi? Et en fait, est-ce que tu es fatigué? Comment tu te sens après l'effort? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Et avec ça, est-ce que globalement, on s'en sortirait pas aussi? Donc j'aurais voilà ma petite nuance et j'aurais du mal à trancher. Ouais, bah, pour moi, en fait, globalement, c'est un outil qui est hyper intéressant, mais je dis surcoté pour vraiment trancher, dans le sens où, pour moi, c'est intéressant dans le haut niveau. Dans le sport amateur qui touche 95-99% des sportifs, pour moi, globalement, c'est surcoté. Comme tu l'as très bien dit, en fait, juste une bonne question et une bonne réception des informations, une bonne connaissance de son athlète et de son groupe dans un sport collectif va être beaucoup plus précieux à mon sens. Pour autant, dans le sport de haut niveau, la problématique étant que déjà, effectivement, il faut savoir bien maîtriser les choses. Chez ceux qui maîtrisent véritablement les choses, ben, c'est hyper intéressant s'ils savent aussi se mettre de côté et qu'ils savent avoir l'humilité d'avoir un bon échange avec les autres membres du staff. Et le risque pour moi de focus uniquement sur les datas, c'est que d'une part, les sportifs peuvent tricher, peuvent mentir dans les datas, en tout cas d'un point de vue subjectif, dans les datas subjectives. En plus de ça, derrière, ça peut être surexploité par le staff technique qui va prendre des décisions. Et il y a tellement une complexité dans l'être humain et notamment dans le sport, avec un chaos qu'on connaît, que se focus que là-dessus, ça peut être à mon sens dangereux. Pour autant, c'est un super outil. Bon, sans grande surprise, Max, tu le sais, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est sous-coté. Aussi bien que ce soit des données subjectives ou objectives, je pense qu'on en a besoin dans le sport, que ce soit en haut niveau ou en niveau amateur. Cependant, le recueil de connaître son athlète, on va plutôt dire ça, connaître son athlète, au final, révèle quand même une prise de données, l'air de rien, qui est une prise de données subjective et subjective aussi par rapport à l'entraîneur ou au préparateur physique. Mais pouvoir améliorer ça avec les avancées qu'on a aujourd'hui, alors ça peut être du grip test pour essayer de connaître l'état général de l'athlète à l'instant T, pourquoi pas des données de récupération avec le HRV, c'est des choses qui me semblent quand même utiles à l'heure actuelle, qu'on n'avait pas avant, qu'on n'exploite peut-être pas assez à aujourd'hui ou pas suffisamment bien. Mais je pense que le futur quand même de la préparation physique réside dans le fait d'additionner le pratico-pratique qu'on avait déjà avant et qui marchait bien avec le théorique et la récupération de données qu'on peut avoir aujourd'hui. Carré. Ouais, que ça soit juste un outil, que ça soit un outil qui se rajoute à la compréhension du système global, quoi. Si c'est ça qui vient compléter le truc, grave.
Mais par contre, comme soulignait Max, c'est que si on parle de la vraie vie et de 90% des sports amateurs ou des staffs où on est un, où on est deux, où on est trop seul par rapport à toute la tâche qu'il y a à faire, en fait, il n'y a pas le temps. Donc, voilà, même si tu es un expert. Donc, ok, bon, alors, quelques datas, soyons pertinents, réfléchissons pourquoi j'ai besoin. Ok, je suis seul, je peux peut-être m'intéresser à 3-4 datas pertinentes qui vont me prendre tel pourcentage de mon temps. Au-delà, c'est du temps perdu parce que je vais faire du recueil de données, je ne vais pas m'en servir. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des sessions de test sur des équipes collectives en sport co où j'étais seul ou parfois deux. Mais en fait, on a traité 25% des infos qu'on avait, quoi. Parce qu'en fait, après, la mise en place fait que logistiquement, tu n'as pas le temps de t'en occuper, quoi. Donc voilà, je pense que comme tu vous le disais bien, c'est un outil à mettre dans le concept global de compréhension, de logistique, de contexte et tout. Et après, on se débrouille. Et voilà. Si c'est bien fait, c'est sous-côté, Max. Ok, let's go. Ouais, franchement, c'était le premier. C'était même pas une blague. La whey, les gars. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, la whey, ouais. La prise de prot de manière liquide en supplémentation de notre alimentation. Je dirais que c'est sous-coté. Je dirais aussi que c'est sous-coté, mais je nuancerais sur le fait qu'il ne faut pas voir que par la supplémentation. Pour autant, je pense que la problématique, c'est que la protéine, d'un point de vue général, comme macronutriment, est déjà hyper sous-coté. Il y a plein de sportifs qui sont en manque de protéines d'un point de vue général dans leur alimentation. C'est encore plus vrai à mon sens avec le prix de certains aliments qui peuvent exploser avec l'inflation. Et aujourd'hui, même si tout a augmenté, globalement, un shaker de protéines te reviendra beaucoup moins cher au quota de protéines qu'un steak de bœuf. Je ne veux pas dire qu'il faut manger que de la poudre, bien évidemment, mais ça peut être du coup une bonne aide pour justement se compléter ce manque de protéines qu'on peut retrouver chez certains sportifs. Et en tout cas, c'est pas... voilà, très bon argument. Ouais, il faut nuancer et quand même remettre l'église au centre du village en disant que l'alimentation reste quand même le plus important. À aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui, dans leur alimentation, squeeze sur 1, 2, parfois même 3 repas des protéines, que ce soit animales ou végétales. Et pour autant, et là on va même parler de réhab, de personnes dans la population générale, mais c'est dramatique quand même de se retrouver avec des personnes qui sont en manque de protéines et donc avoir une construction musculaire qui est vachement diminuée, que ce soit sur du maintien ou sur de l'augmentation. Là on parle vraiment plus réhab, donc pour le coup même du maintien. On se retrouve avec des personnes qui sont en amyotrophie complète et en tout cas ça en fait partie. Donc prendre juste un shaker de protéines si on n'a pas le temps de prendre, ou si on n'a pas pris de la viande ou des protéines végétales, je pense que ça semble quelque chose d'important à mettre en place. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une kiné sur Instagram qui m'a demandé ce que je pensais de la protéine. Et c'est du coup, forcément, en tant que kiné, elle voit beaucoup de sportifs et notamment dans une phase de rééducation et réathlétisation. Et comme tu l'as très bien dit, souvent, c'est des gens qui sont amyotrophiés et en fait, d'être capable de conseiller nos patients dans cette période-là pour justement, dans une phase d'hypertrophie, avoir cette complémentation entre l'apport protéique plus, bien évidemment, un entraînement de qualité qui vise à créer une adaptation d'hypertrophie. En fait, si on travaille bien à l'entraînement, mais que derrière, il n'y a pas cette récupération au niveau de ce macronutriment protéique qui n'est pas fait, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et donc, bien évidemment, si on se rend compte que nos patients, ils ont l'apport protéique dans leur alimentation et que c'est cohérent par rapport à ce qu'ils mangent, pas forcément intéressant, mais effectivement, dans certains cas, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment pertinent. Ouais, ça dépend aussi, je pense, à qui on s'adresse et quel est le besoin, en fait, développement ou maintien, quoi, tu vois. Par exemple, pour les sports force, on dit que c'est à peu près 2 grammes de prot par kilo de poids de corps par jour. Je vais pas dire combien je pèse, mais on va dire que tu pèses 70 kilos. Il lui faut 140 grammes de poids de corps. Presque 20 fois plus.
me falloir bientôt Pas 20 fois plus, 200 grammes de 20 prod par kilos jour. plus. Il va bientôt me falloir 200 grammes de prod par jour. Non, mais en gros, l'apport, il est énorme à avoir. En fait, je pense que le message qui est important de dire aux gens, c'est de leur faire prendre conscience de chiffres. Ça veut dire, OK, si tu souhaites vraiment optimiser le développement, si tu souhaites avoir l'apport nécessaire qui correspond à ça, et ben en fait, il faut poser que, bon après, notre limite, elle s'arrête, il y a des nutritionnistes, il y a des médecins pour nous aider aussi, mais ça représente 150 grammes, 160 grammes de prot les jours où tu t'entraînes en force, quoi. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, voilà. Si le but, c'est du développement, ok, la whey et le shaker, à mon avis, ils ont toute leur place. Après, est-ce que pour le sportif lambda qui va à la salle pour se maintenir, qui va faire un footing ou de l'endurance pour juste maintenir ce qualité, est-ce que lui, pour le coup, la supplémentation, elle est pertinente ou pas? Bon, les besoins pour l'endurance sont un peu moindres, on sait, 1,5, 1,4, 1,3. Mais est-ce que, genre, moi, si je vais à la salle et que le but, c'est pas le développement, que c'est juste de pouvoir faire mes 2-3 séances dans la semaine pour me faire du bien à la tête, est-ce que la whey a sa place? J'en sais rien. Ouais, je pense, ouais. Par rapport à ce qu'on vient de dire, Non, mais attends, je pense. dans le doute, je la prends, moi. Dans le doute, comme dirait K-Swiss, Mais faut toujours mettre un peu plus. On sait jamais si les pourcentages sont pas corrélés. Voilà, est-ce que l'humain lambda a vraiment besoin pour non, faire du développement optimal et voilà, j'en sais rien, c'est une question. Mais pour savoir les besoins, savoir à quoi ça répond comme besoin, et surtout dire aux gens, ne multipliez pas si tu as besoin à peu près de 150, la fourchette peut être large. Mais ne prends pas 250 parce que de toute façon on la stocke pas et tu vas juste aller aux toilettes de la salle un peu plus souvent. Voilà. Je pense que pour clôturer ce sujet, il faut en fait traquer ses calories au moins une fois dans sa vie, juste pour se rendre compte et au moins de se dire ok, là en fait je suis au-dessus, je suis bien ou je suis en dessous. Et au moins, on a une bonne vision des choses. Je ne pense pas qu'il faille le faire tout le temps. Et bien évidemment, il y a certains contextes où peut-être qu'il ne faut pas le faire, dans certains contextes psychologiques avec certains sportifs. Pour autant, globalement, de le faire au moins une fois dans sa life, je pense que c'est une bonne chose. Je vais aborder sur mon deuxième thème. C'est marrant parce que ça m'a été donné sur Instagram par mon gars Seb J. Morin. Non, mais parce qu'en fait, je la mets maintenant parce que justement, c'était un thème que je voulais aborder avec vous. Sébastien Morin, qui est coach performance que j'ai interviewé sur le podcast numéro 60, il me semble, et qui vous pose le BOSU et les surfaces instables. Comme ça, je te laisse répondre en premier. Absolument surcoté. Absolument surcoté, les gars. Il n'y a même pas un débat. De toute façon, c'est comme les modes. Sweet Rose, surcoté, au bout d'un moment, ça va plus être la mode. Je ne sais même pas, c'est la mode. Mais les modes, là, on est du surcotage fort, en fait. Je suis un peu en boucle, j'ai l'impression, mais c'est toujours pourquoi on utilise un truc. Quelle est la raison qui fait qu'on utilise un truc, tu vois? Quelle est la raison qui fait que tu utilises un BOSU? Ok, donc je pense que ça dépend à quelle population de professionnels on demande, mais on va dire, si on parle de kiné en fait, par exemple, ou de coach, parce qu'on est un peu une grande famille, pourquoi on utilise cet outil? Je pense que malheureusement, et moi j'ai été dedans, je pense que peut-être un peu moins maintenant, mais on l'utilise avec des raisons peut-être qui sont mauvaises, et voilà, entre autres qui ne sont pas adaptées. Le problème de la surface instable, on le sait, entre autres, c'est pas un problème, mais il faut juste savoir qu'on ne produit pas de force. On ne reproduit pas des schémas moteurs, on ne peut pas automatiser de schéma moteur parce que du coup, c'est jamais le même contexte. Et il y a plein de choses qui sont absolument évidentes, comme le fait qu'on va très peu travailler la cheville sur une surface instable. Voilà. Bon, bref, il y en a d'autres. Par contre, peut-être aussi qu'on peut se dire de l'autre côté en nuance, il y a peut-être des zones où on devrait les utiliser et on ne les utilise pas du tout. Participer à la stratégie de l'entraînement par contrainte, changer un peu l'environnement, c'est-à-dire mettre une surface instable pour te faire un peu de charge cognitive sur un exo, ça pourquoi pas, enfin même carrément, mais en fait, est-ce qu'on fait des réhab de cheville avec des BOSU? Là je crois qu'on est tous d'accord que non en fait. Ouais. Donc comme je disais, absolument surcoté, dans le sens où quand on cherche à travailler de la proprioception sur sol instable, alors que ce qu'on veut c'est être stable sur une surface stable, déjà c'est la spécificité du sport. Il y a une cohérence qui n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit, il n'y a pas de création de force sur ce type de surface-là. Par contre, je vais quand même amener une nuance, ça reste quand même un outil aussi. Et comme tout outil qui peut être décrié d'un côté, on peut arriver au final à le réutiliser, à le réintégrer
que ce soit dans la préparation physique ou dans la kinésithérapie, pourquoi pas. Alors, je vais mettre plein de... on pourrait balayer plein de choses, mais sur un travail juste en exemple, sur un travail en holo sur surface stable, pourquoi pas de temps en temps partir aussi sur un travail en holo où du coup il y aurait une surface instable qui vient un tout petit peu plus créer de tension au niveau des abdos, pourquoi pas, mais ça reste au final quelque chose de minime alors qu'on nous l'a vendu pendant un certain nombre d'années comme étant un outil incroyable en kiné, voilà. quoi. En fait, le problème, c'est qu'on nous l'a vendu comme en étant l'outil miracle et que voilà, au pire, on sait que ça travaille certains trucs, comme on a dit, tu l'as dit, je l'ai dit, la réaction le temps de réaction au déséquilibre, bah ouais, un Bosu, c'est pourquoi pas, c'est adapté, tu vois, pas de souci. Mais le problème, c'est que on nous l'a vendu, on nous l'a vendu comme l'outil miracle. Ça s'est démocratisé à mort et le problème de tout ça, c'est que on a perdu le sens de l'utilisation du truc, quoi, je pense. C'est ça. En oreiller, c'est hyper sous-coté, les gars, je vous le dis. pour la sieste. Ouais, effectivement, moi, je vais apporter aucune nuance là-dedans. À l'heure actuelle, pour moi, c'est extrêmement surcoté. Et je vais même aller plus loin. En fait, pour moi, quand j'ai commencé mon activité, j'ai fait beaucoup de remplacements. S'il n'y avait pas un Bosu, je me disais que c'était pas du tout. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Et pour moi, un cabinet du sport ne pouvait pas ne pas avoir de Bosu, vraiment. Et comme quoi, j'ai fait un grand saut dans l'extrémité. Parce que pour moi, en fait, ça va être intéressant, mais peut-être dans 1% des cas, quand ton athlète, il est vraiment... en fait, limite, t'as eu le temps de tout faire. Et je sais même pas si c'est possible fondamentalement, et qu'à un moment donné, peut-être que tu vas faire ce genre de choses pour travailler, voilà, comme tu disais, sur l'équilibre, etc. Par contre, en termes proprioceptifs, comme on l'a très bien dit, c'est ultra surcoté. Ça n'a même aucun intérêt, dans le sens où il n'y a pas suffisamment de temps sous tension. Le corps n'a pas le temps en fait, de s'adapter et de comprendre vraiment l'information. Et en plus de ça, on reste dans une neutralité. On cherche en fait la neutralité sur ce Bosu pour justement ne pas tomber. Or, la majorité des blessures arrivent dans des amplitudes extrêmes et en plus de ça à haute vitesse. Donc pour moi, c'est extrêmement surcoté aujourd'hui. Absolument d'accord. Je pars sur ma deuxième thématique. Alors, les techniques et les matériels adjuvants en kiné ou en prépa physique pour de la récupération. Alors, je vais parler de foam roller, de bain de froid. Ça peut très bien être les pistolets de massage, comme ça du coup je sais que ça va vous plaire. Allez, surcoté ou sous-coté? Non, surcoté, direct. Ouais, surcoté. Direct. En fait, j'ai essayé d'avoir de la nuance et après mon cerveau, quelle heure? 10h49, il était quand même un peu réveillé, il m'a dit gros réveille-toi, zéro nuance. Surcoté. Franchement, allez vous coucher. Ouais. Franchement, mais déjà ça c'est mon combat, hein. Franchement, allez dormir. Mangez bien et pourquoi pas supplémentez-vous pour vraiment être au carré dans vos apports. Essayez le plus possible d'être heureux dans votre vie pro, sportive et perso. Et globalement, après une fois qu'on a essayé de faire tout ça, pourquoi pas, si tu kiffes un bain froid, ça participe à la part du bonheur qui manque dans ta vie, va faire un bain froid. Si t'aimes bien te faire masser, alors après il y a 2-3, on peut en débattre, mais va te faire masser, à la limite, cool. Pas par moi, je déteste, mais va te faire masser. Et non, mais voilà, après, c'est dans ce sens-là où je dis surcoté. Je pense que la pyramide de la base est constituée de tout sauf ses adjuvants. La base de la pyramide d'ailleurs, parce que là ça n'allait pas du tout. Je crois que la base de la pyramide est constituée de tout sauf ses adjuvants. Et du coup, ok, donc une fois qu'on a fait la base, on peut, comme dans tout, si la base est solide et qu'on maîtrise la base, ok, je veux bien entendre qu'on puisse tolérer ça. Il y avait ce fameux graphique là qui avait pas mal tourné, entre autres auprès du grand public, parce que Kylian Jornet l'avait republié sur les protocoles, les outils de la récupération qui étaient bons, moyen ou plutôt néfaste. Et voilà, vous voyez que le bout, on pourra le repartager Max, mais que le bout du super bien, c'était la nourriture et le sommeil, quoi. Donc globalement, moi je suis absolument d'accord avec ça. Et je pense que d'ailleurs, après j'arrête de parler, c'est hyper important dans les systèmes dans lesquels on intervient, que ce soit cabinet ou club ou sportif et sportive individuel, de justement cadrer ça et de bien mettre l'importance sur les bonnes choses. Et que avant de vouloir acheter les bains froids et tout, bien cadrer tout le monde et dire ok, mais ça c'est valable si vous faites le taf à côté.
et que c'est le petit pourcentage qui vous fait kiffer, mais avec grand plaisir. C'est pour ça que dans les clubs qui ont du pognon et qui ont le temps et qui ont voilà, il faut absolument qu'il y ait ces outils, parce que ça va répondre à la dernière partie de la pyramide, quoi. Mais quand il y a pas il y a peu d'argent ou peu de moyens à dispo, ben je pense pas qu'il faille sauter sur ces outils. C'est ça. T'as 400 balles, mets-les dans des bons produits, quoi. Voilà. Mets-les dans... Enfin, achète-toi peut-être un meilleur matelas. Un matelas, tu seras mieux et tu dormiras mieux, quoi. Exactement, ouais, je pense que c'est 400 balles mieux investi. Ouais, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, on va avoir ces outils parce qu'en fait, on essaye de répondre à l'entièreté et puis à répondre tout simplement à la demande des sportifs. La problématique étant, c'est qu'il faut, et ça c'est notre rôle à nous, d'éduquer les sportifs. Pour autant, la nuance que je vais apporter, c'est que ces outils-là sont surcotés dans le sens où certains y passent trop de temps en attendant des bénéfices qui n'existent pas. Mais ça peut avoir son intérêt chez certaines personnes dans un but tout simplement de se faire du bien, peut-être dans un but de routine. Peut-être qu'une personne va se faire un TerraGun parce que, en l'occurrence, ça va être quand même moins cher que d'enchaîner les massages chez un professionnel de massage et qui par la suite peut-être qu'il va se faire un peu sa routine un peu d'endormissement justement pour s'automasser avec un foam roller ou avec un pistolet de massage et ça va contribuer à faire en sorte qu'il soit dans cette routine d'endormissement et de s'endormir de la meilleure des manières. Effectivement, surcoté aussi pour moi les gars, je vais pas partir en vrille, mais ouais, c'est quand même important de le dire. Cependant, quand j'ai écrit la thématique, j'étais vraiment surcoté à fond et c'est ce qui représente ma pensée. Et en y réfléchissant, il y a quand même une nuance à amener, c'est celle du ressenti de la personne. Alors, je pense que dans la société actuelle, et que ce soit dans la société et dans les clubs ou dans l'habitude qu'ont les joueurs ou les personnes qu'on coach, il y a des personnes qui ont certaines croyances. Et pour autant, si on leur enlève d'un coup, il y a de grandes chances que la performance baisse. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, que ce soit au niveau des préparateurs physiques, au niveau du corps médical et paramédical, d'arriver à essayer de faire glisser justement ces croyances qui sont ancrées depuis un certain moment vers justement ces piliers de récupération qui sont au final les plus importants là-dedans. Mais au final, plus j'y réfléchis et plus je me dis, on va essayer de pousser vers ce côté des piliers de la récupération. Pour autant, si je sens qu'il y a une personne qui a absolument besoin, en tout cas, elle pense en avoir besoin, je pense que je me fermerai pas autant que ce que je pourrais me fermer, que ce que je pouvais me fermer ces derniers temps. Et ça, c'est la petite nuance que je vais rajouter. Ouais. De toute façon, on met toujours la chaussette gauche avant la chaussure. Ça, c'est Zidane qui faisait ça. Bien sûr, ça c'est obligatoire et il n'y a pas de débat. Non mais ouais, en fait, c'est juste c'est l'éducation et l'éducation, elle doit prendre du temps et effectivement toujours se poser la question de quelle est la plus-value d'enlever un outil ou la moins-value enfin tu vois, à quel moment que ce que je fais quand j'agis quoi. Après moi genre en pratique au VTT de descente, je viens de faire 9-10 ans là. Et ben là, au bout de 7, 8, 9 ans, les dernières années, là, je suis quand même des fois, ils le savent pas, mais je suis quand même hyper fier quand, par exemple, parce que dans ce cas, je suis un peu des fois obligé, sur le créneau de récup ou de bobologie du soir, parce que des fois, on n'a pas le choix, il faut taffer le soir, et ben quand il y a un ou une athlète qui vient me voir et qui me dit franchement, je vais me coucher, je prends pas mon créneau, je vais dormir. Mais dans ma tête, mais c'est une petite samba, hein. Franchement. Alors d'une part, parce que je déteste masser, mais j'adore m'occuper d'eux, en fait, tu vois, pas forcément masser. Mais dans le fond, je me dis, ah yes, ça va, en fait, on a compris la hiérarchisation du truc et que, ouais, là, en fait, l'heure de sommeil qu'on va passer sur la table à faire des trucs, et ben en fait, l'heure de sommeil, elle est quand même plus importante. Là, il faut pas se voir trop beau, il faut rester humble toujours et il faut se dire, en fait, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, des papouilles, machin, des trucs avec tout mon cerveau et mes mains, il n'y a pas de souci. Mais dans le fond, en fait, va te mettre dans ton lit, éteins la lumière, mets-toi de la musique que t'aimes bien et endors-toi, quoi. Je pense que... Ouais, je pense qu'on est unanime sur le sujet. Ouais, on est unanime, là. C'est classe. Ouais, là, par contre, il y a un sujet, on va pas être unanime du tout. Là, je pense que je peux partir si jamais il y a un problème. L'Olympique Lyonnais, les gars.
Je vais me casser. Aldrich, c'est ce que j'en pense. C'est surcoté, mais large. Ok, bon, surcoté aussi, next. C'est bon, Max, franchement, son avion, on l'a coupé. Vous inquiétez pas. On n'a pas besoin. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, ça, c'est facile. Le sujet d'après, le renforcement poids du corps. Très, très sous-coté. Ouais, c'est sous-coté, mais la problématique étant que c'est compliqué, déjà quand tu n'as pas de connaissance, de gérer un bon système de progression et de régression avec le poids du corps. Quand tu en as, c'est possible, mais c'est quand même pas évident. Pour autant, effectivement, on peut avoir des super gains. Il n'y a qu'à voir les mecs qui font de la calisthénie, les monstres que c'est. Mais oui, on peut faire des super choses avec le poids du corps. Ne serait-ce qu'on l'a vu pendant la période du Covid où les athlètes ils étaient chez eux et qu'on a pu quand même bien bosser. Ouais, absolument d'accord. Il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a une infinité de possibilités en fait, au poids du corps qu'on ne connaît pas tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'ensemble des progressions-régressions, comme tu l'as dit, Max. Et en fait, on peut faire énormément juste au poids du corps. Et que ce soit sur même de l'hypertrophie. Alors peut-être pas sur de la force max, mais de l'hypertrophie, je pense qu'on peut même y arriver au poids du corps. Et je pense que c'est quelque chose qui est très sous-coté et qu'on pourrait mettre en place très facilement en donnant les bonnes clés aux personnes. Moi, j'ai envie de dire que c'est hyper surcoté. Mais d'un côté, je suis d'accord avec vous en fait. Mais parce que mais je suis d'accord avec toi. En street workout, ok, c'est bon, je continue mon chemin, je les regarde, j'applaudis, bravo, voilà. Le problème, je pense que c'est excessivement surcoté parce que sauf certains cas où avec des connaissances, certains exemples, on peut trouver des parades, mais la force max, c'est quand même un domaine qu'on va avoir du mal à l'exploiter complètement. Alors je dis ça, toujours pas capable de faire un HSPU, donc je dois manquer de force aussi, tu vois. Mais je parle de ça comme un outil de développement. Est-ce que du coup, pour faire ma pompe à l'envers, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'utilise un autre type de renfort pour faire des vrais gains de force max en exposant mon corps à des contraintes externes qui sont très lourdes, très fortes, pour créer des adaptations qui après seront transposables dans le poids du corps, il n'y a aucun souci. Moi, là, quand j'ai posé la question, je me disais plus, je pense que c'est un outil qui ne suffit pas, et j'en suis même... C'est que mon avis. J'en suis presque convaincu, moi, que c'est un outil qui ne suffit pas à lui-même pour l'entraînement. Ça, je suis d'accord et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Et après, j'avais aussi ça en arrière-pensée, c'est les sports qui n'utilisent encore que cet outil. Enfin, c'est un peu ça qui sous-tendait ma question que j'ai pas développé. Hein. Mais je suis d'accord avec vos réponses, en fait. Mais par exemple, attention, mais pour les trailers que je vois, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une population qui augmente, parce qu'on en a plus, qu'on en voit plus, parce que ça se démocratise un peu sur les réseaux. Les coureurs à pied, les trailers, les coureurs d'endurance, tout ça, ce sont des populations qu'il faut, à mon avis, à mon sens, exposer encore et faire un travail d'éducation pour les exposer beaucoup plus au travail de force hors poids du corps, pour ensuite transposer sur des spécificités poids du corps, des fentes sautées, ce que vous voulez, pas de souci, parce qu'on en voit. Mais le travail de force hors poids du corps est quand même, pour moi, un indissociable de la progression dans le niveau global d'un ou d'une athlète. Pardon. En fait, la problématique surtout, c'est qu'on est vachement limité et qu'à un moment donné, ça peut être redondant et pas super fun à programmer. Pour autant, si on maîtrise les paramètres, les variables de la préparation physique correctement, on peut quand même mettre justement, agir avec ce principe de variation en gérant par exemple le tempo. Et là, du coup, on va pouvoir créer des adaptations physiologiques qui ne vont pas forcément être créées si on n'a pas forcément connaissance de ce type de procédé. Et je suis d'accord avec toi que dans certains sports qui n'a pas cette culture-là en fait, de soulever des charges, et qui peut voir ça même comme étant de la fonte, voilà, qui ont cette caricature du bodybuilding, c'est sûr qu'ils sont vachement en retard. Et la problématique étant, c'est que souvent, ils vont amener ça en mettant un peu du no pain, no gain, se transpirer, en agissant sur du HIIT, sur de l'entraînement à haute intensité. Et du coup, c'est sûr qu'on ne va pas du tout créer les adaptations qu'il faut créer. Et sur du développement de la force max, je suis absolument d'accord avec toi de toute façon. Et de façon globale, pareil sur les trailers et les coureurs de façon générale, aller soulever de la fente. Oui, voilà. Et après, si on parle de kiné et de réhab, à un moment, il va falloir forcer sur des ischios pour les renforcer. Il va falloir faire des vrais mollets solides
pour les renforcer. Et ça, ça faut de la charge, quoi. Enfin, pour moi, voilà. Mais bon, je suis un peu d'accord avec vous. La pliométrie. Sous-côté. Sous-côté à mort. Vraiment sous-côté. Franchement, pour avoir d'ailleurs assisté il n'y a pas longtemps à une formation de Rohan Malvezin, le sporé, là, sur Insta. Sur la plio, toujours pareil. Quel outil j'utilise, dans quel but? Et en fait, c'est quoi l'outil? La plio, c'est pas juste rebondir sur place, quoi. C'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux où non, mais c'est un truc à exploiter avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de types de plios différents, avec des effets différents. Et ça, pour le coup, parce que ça peut rentrer des fois dans le renfort au poids du corps, ça, parce qu'on peut faire de la plio avec de la charge, mais on peut aussi faire de la plio au poids du corps. Et pour le coup, de la plio, ça se programme, voilà, et ça peut participer à ce qu'on disait sur le poids du corps. Ça peut être un outil pour programmer du poids du corps, mais voilà. Voilà, donc c'est un outil beaucoup sous-coté parce que je pense qu'il est beaucoup plus complet. Enfin, je me rends compte que malgré le fait qu'on avance dans la connaissance et que peut-être qu'on y soit sensible, qu'on se forme et tout, c'est un outil qui est beaucoup plus complexe et profond que ce qu'on croit. Et du coup, on aurait tendance à soit pas l'utiliser parce qu'on ne le connaît pas, soit pas l'utiliser parce qu'il est trop complexe et qu'on se rend compte qu'il est trop complexe, ou soit l'utiliser un peu toujours pareil parce qu'on ne connaît pas l'outil complètement. Donc moi, j'encourage vraiment... c'est pas le lieu pour, mais il va falloir aller savoir ce que c'est les différents types de plio, il va falloir savoir ce que c'est les différents types de sauts, savoir ce que c'est de pousser, ce que c'est d'absorber, ce que c'est de rebondir, ce que c'est de la compliance, de la raideur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un outil. Pour le coup, moi perso, j'ai encore envie de continuer à creuser pour essayer de tenter d'axer des progs avec encore plus de plio dedans, encore plus construites pour voir, voilà. Je pense que c'est un gros axe de progression. C'est très, très sous-côté, effectivement, et à la fois complexe, fin, je pense pas assez connu. La planification n'est pas encore... je pense qu'on n'est même pas encore assez bon là-dedans, et je parle pas même juste de nous, mais vraiment des connaissances là-dedans. Je pense que beaucoup de personnes soit ne l'utilisent pas par peur de faire mal, soit des personnes l'utilisent mais sans connaître les limites aussi de la pliométrie et risquent de blesser des personnes. Carrément. En fait, je pense qu'il y a un cadre à arriver à définir et je pense que c'est compliqué quand même à arriver à mettre en place, mais pour autant, c'est un outil qui est magnifique et je pense que tout le monde devrait arriver à le mettre en place petit à petit. Pour autant, il y a des formations, il y a des connaissances à acquérir et je pense que ça prend du temps sur ce type de travail-là. Ouais, carrément. Ouais, en fait, c'est vrai que on en voit pas mal sur les réseaux sociaux et je sais que je fais partie de ce système-là. Et donc, pour moi, en fait, j'arrivais pas du tout à me positionner, mais parce qu'en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Clairement, aujourd'hui, globalement, je pense qu'on n'a pas toutes les informations et même sur les informations scientifiques qu'on peut avoir, en fait, il faut savoir les maîtriser et c'est rarement maîtrisé. Et pour autant, sur les réseaux sociaux, souvent on voit ce genre de choses qui sont exposées comme étant de la pliométrie, sans contexte, sans rien. Et donc du coup, on va se retrouver, et je suis confronté à ça sur les réseaux, à des gens qui viennent me solliciter avec cette démarche-là, mais justement sans comprendre le fondement de tout ça, et à s'exposer à la pliométrie uniquement via l'information de Reels, Shorts, et pas du tout par rapport à des connaissances profondes en étant coaché par un professionnel. Ouais, outil hyper important à quantifier, faut le répéter, mais voilà, faut quantifier le nombre de sauts, faut analyser la qualité du type de saut, les structures concernées et tout, et je pense que c'est vraiment, voilà, c'est tout sauf spectaculaire à entraîner en fait, parce qu'il y a de la répétition, il y a des grosses pauses, il y a des fois quand on est novice, il y a des peu de volume de saut, ou novice ou en saison avec des expositions trop régulières, c'est peut-être des petites charges. Donc voilà, c'est vraiment à bien programmer et des fois c'est tout sauf spectaculaire, mais sauter une demi-heure dans des escaliers, si tu le fais correctement, j'espère que je l'ai fait correctement au dernier entraînement à la prépa du volley, mais je pense que je suis vraiment convaincu que selon le type de saut et le volume, ça va vraiment servir au développement de la puissance, de l'explo, ou ce que tu veux. C'est clair, puis cette progression, c'est-à-dire que par pliométrie, souvent les personnes pensent que c'est tomber, ressauter, alors que toute la première phase qui est vraiment l'absorption, elle est hyper importante. Alors effectivement, il n'y a rien d'exceptionnel c'est pas Instagrammable. Voilà, c'est pas des choses qu'on va voir sur Instagram, tu vois. Et pour autant, c'est la base de la pliométrie, c'est d'arriver à absorber les chocs. Donc, voilà.
L'optimisation du système nerveux central, que ce soit boost du SNC, réactivité, qu'est-ce que vous en pensez? Surcoté ou sous-coté? Ah, c'est clairement sous-coté. Mais oui, sous-coté à mort. C'est sous-coté à mort parce qu'en fait, la problématique, c'est que tu es obligé de te mettre dans le dur. Que comme disent nos boxeurs, j'ai l'impression que je suis sous ballon. Parce qu'en fait, du coup, si t'as pas un mec derrière toi qui te drive et qui te coach, ben, de se mettre dans certains états, c'est quand même pas forcément évident. Même quand tu as les connaissances, voilà, faut être dans un certain mood. Mais ça a des gains énormes. Et je trouve que dans une fin d'échauffement, c'est ô combien intéressant, justement, pour que derrière, tu puisses perf sur ta séance. Ouais, je pense que si de ça, la stimulation du système nerveux central, on parle d'entraînement cognitif, avec tout ce qu'on commence à entrevoir, nous, le monde des kinés, là, pareil, hein, là, c'est encore pire que la pliométrie. Je pense qu'on arrive dans un monde où on ne connaît, enfin, on pense connaître, mais on ne connaît absolument, strictement, vraiment qu'un millième de pourcentage de ce qui existe et de toutes les catégories d'entraînement cognitif qu'on peut faire et de stimulation du système nerveux central. J'ai beaucoup échangé là, ces derniers temps sur des projets là, avec Laure Fernandez, qui est une docteure en neurosciences, qui est Mental Perf Coaching sur Insta, et qui m'a appris vraiment énormément de choses. Et entre autres, sur tout ce travail cognitivo-moteur. Et elle bon, c'est son prisme, mais elle ne dissociera jamais un entraînement physique d'un entraînement cognitif. Et l'entraînement cognitivo-moteur, c'est l'entraînement en soi. Et en fait, on discutait de ça encore hier. C'est ok, on fait un entraînement physique, mais en fait, il y a des doses à côté d'entraînement cognitif à mettre au même titre que l'entraînement physique. Ça veut dire qu'en fait, il faut habituer notre système nerveux à travailler et à être sollicité à tendre vers le chaos pour pouvoir répondre ensuite après à la demande, quoi. Mais du coup, de manière intégrée à l'entraînement, et ben justement, dissociée et les deux. Et du coup, de manière, le but ultime, c'est complètement intégré à l'entraînement. Oui. Donc on soit d'accord. Par contre, du coup, si on fait de la charge cognitive, tu vas être en situation sous-maximale parce que forcément, si on te demande de forcer en te chargeant à côté le cerveau, voilà. Donc après, pour moi, le côté très physique et terrain, ce que je disais, c'est que, à mon avis, la base, c'est de travailler les deux séparément pour ensuite, après, une fois qu'on est excellent dans les situations optimales, une fois que je fais mon pattern de mouvement lourd et que j'atteins des trucs qui sont dans des max que je souhaite, et ben là, il va falloir quand même compléter à fond, et ça se fait beaucoup, ça commence à arriver dans les sports co, de la charge cognitive et de l'entraînement cognitif, pour, en modulant, ce que je disais tout à l'heure, le système d'entraînement par contrainte, hein, soit la tâche, soit l'environnement, soit l'athlète, en modulant des trucs dans ce système, pour en fait avoir créé un automatisme et réussir à sortir de l'automatisme quand il y a un problème, quoi. Et en fait, être habitué à ce que le cerveau ait déjà été exposé à un problème qui sort de l'habitude qu'on a créée par l'entraînement. Et en fait, l'entraînement, c'est pas que créer l'habitude, c'est être capable aussi, si je vais frapper dans mon ballon et qu'il y a un mec qui me bouscule sur l'épaule, c'est d'être quand même capable de frapper dans le ballon et encore mieux de pas me faire une entorse de genou. Et de créer de la charge cognitive, du système nerveux central qui soit capable de réagir à tout ça, ça s'entraîne pour moi. Et voilà, hier, cas pratique, rééducation de LCH, c'est une volleyeuse pro, appui unipodal, juste jouer avec des plots de couleurs, avec des consignes à suivre, de changer des plots en fonction de l'ordre visuel qui t'est donné. La tâche a été automatisée au bout de 10 minutes de pratique, elle était nickel, malgré la répartition aléatoire des couleurs, c'était l'appli qui donnait. Et en fait, il a juste suffi de lui mettre, ce que je reviens sur le Bosu et tout, une petite mousse bleue sous le pied pour juste créer un déséquilibre sous son pied qui l'oblige à avoir plus d'attention. Elle était incapable de faire l'exercice, elle n'arrivait plus du tout, elle se trompait sur toutes les couleurs et tout. Donc dans ce sens-là, moi je lui expliquais, attention, tu te rends compte que quand on augmente à peine la contrainte, tu n'es même plus apte à faire un exo qui est relativement simple. Je l'ai quand même dit un peu mieux, mais voilà. Et pareil, hein, le basket, les lancers francs, pourquoi on n'arrive toujours pas à avoir des machines à plus haut niveau qui font des 100% tout le temps? Pourquoi? Il n'y a pas d'adversaire, c'est toujours le même panier, c'est toujours le même shoot, c'est toujours le même truc. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres environnements, il y a d'autres facteurs auxquels on les a peut-être pas assez entraînés, auxquels voilà. Donc, Mais pour parler un peu d'expérience, quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, on avait une machine qui s'appelait iMotion,
qui permettait justement, quand les sportifs, les footballeurs en l'occurrence, n'étaient pas sur le terrain, et ben, en fait, de stimuler, et notamment sur leur capacité à prendre l'information. Parce qu'en fait, quand tu te retrouves dans un environnement chaotique qui est celui du sport et notamment du football, il y a beaucoup d'informations qui rentrent en compte. Et quand tu es sur une phase de réathlétisation, tu es plus stimulé par raison. Et donc, du coup, ce type d'outil peut être intéressant. Et après, de se faire coacher, je pense, par certains professionnels. Je pense à Anthony Lespat qui est venu sur le podcast il y a quelques temps de ça. Ça peut être aussi intéressant au début de manière isolée. Et au fur et à mesure de la réathlétisation, effectivement, on va retourner sur le terrain avec quelque chose de très simpliste. Et au fur et à mesure, on va rajouter de la complexité et du chaos pour se rapprocher des demandes du sport et pour tout simplement avoir une augmentation, respecter en fait le principe de surcharge progressive dans cette thématique grâce à l'intégration de cette charge neurocognitive. Ouais. Sous-côté pour moi aussi, sachant qu'il y a plusieurs strates du coup là-dessus, effectivement le Boost SNC qui est plutôt, nous par exemple qu'on utilise avec Max plutôt en fin de warm-up pour vraiment énerver, pouvoir déployer le maximum de force sur les parties suivantes, mais le côté réactivité, le côté arriver à ce que l'athlète puisse réagir effectivement sur quelque chose qui n'est pas programmé mais sur du chaos, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore assez. Effectivement, il y a tout ce qui est l'utilisation, les matériels de différentes couleurs que les personnes sont obligées d'essayer d'attraper pendant qu'elles font une deuxième tâche. Le système de double tâche doit être hyper intéressant. Je me pose même la question de si ça serait pas intéressant parfois d'arriver à venir stimuler très fortement le système nerveux central en vue d'arriver à fatiguer la personne de ce côté-là pour la faire travailler sous fatigue justement derrière pour arriver à garder cette lucidité-là. C'est quelque chose qu'on voit peu. Troubler les champs visuels, des lunettes stroboscopiques, troubler le retour information dans les sports mécaniques, le vélo, faire du vélo avec de la musique très forte pour perturber, pour plus avoir le retour du bruit du vélo, faire du vélo avec un JLST pour perturber le centre de gravité, s'adapter un peu. Je dis pas que c'est que ça l'entraînement, et c'est pas le cirque, mais en fait dans le but de ça, c'est à mon sens ultra pertinent. Le but c'est, comme on disait, c'est voilà. Est-ce que je prends la décision, est-ce que je la prends pas, go or no go dans des exos, une couleur j'y vais, une couleur je bouge surtout pas, je prends une décision mais en fait je te fais changer d'avis pour en prendre une autre, rouge, ah non vert, il faut vite changer, tu vois, de les faire refaire la boucle d'action à chaque fois et troubler la boucle d'action à chaque fois pour essayer de leur dire ok, une action est prise, on diminue le temps de réaction, mais après si on te demande de changer d'avis, il faut que tu sois capable de partir très vite sur une autre action. Au rugby, un mec qui arrive, enfin avec une femme pour faire un crochet, j'avais pas prévu qu'il soit là, il faut que je prenne une décision, je l'avais pas vu, il faut que je prenne une décision pour faire un crochet. Si t'as pas été entraîné à prendre des décisions rapides pour changer tes aptitudes motrices au plus vite pour prendre une décision pour agir, bon ben soit tu vas dans le plaquage, soit tu vas dans la blessure quoi globalement. Et du coup tout ça s'entraîne. Et je pense que là on effleure juste tout ça et je pense que ça sera intéressant de continuer de creuser et d'aller chercher des ressources ici et là pour vraiment maîtriser. Et là, je pense vraiment que nos entraînements doivent être tout sauf physique, quoi. Vraiment, doivent être physiques avant tout. Mais en vue de la performance, je pense qu'on est devant vraiment un gros facteur de progression, quoi. Du coup, dans les sports co, et quand c'est possible, qu'est-ce qu'on pense de séances de prépa après les matchs ? Je dirais sous-côté, si t'entends, séance relativement courte. Mais pour moi, c'est sous-côté. Je vais dire sous-côté, mais en fait, j'ai pas d'expérience là-dedans. Donc en fait, j'ai pas de retour véritablement à dire. C'est vrai qu'on voit que c'est fait notamment, je crois, en NBA. Ouais, et je pense, pour nuancer le truc, je pense aussi que c'est intéressant dans des sports comme ça, où tu as une grosse fréquence de compétition. Et donc, quand forcément, à un moment donné, c'est soit tu fais le choix de ne rien faire, et malheureusement, je pense qu'on le voit un peu trop souvent dans des sports comme le football, où parfois, avec les compétitions européennes, tu vas avoir ce genre de problématique, et on décide de ne rien faire. Et à l'instar de la NBA, où c'est des choses qu'on voit, et je pense que ça peut être intéressant de s'y pencher dans le but justement de créer des adaptations et de développer les gars.
Ouais, je pense aussi que c'est sous-coté, mais je suis à peu près pareil que toi, Max. Il y a pas, j'ai pas une expertise là-dedans. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que effectivement faire une séance courte post-match, notamment, c'est vrai que ça se fait beaucoup en NBA, avec des lifts, ça permettait notamment de commencer à activer la récupération. C'est ce qui me semblait d'avoir compris. Maintenant, du coup, je le garde entre parenthèses pour l'instant, parce qu'il va falloir se renseigner sur le C'est sujet. bien qu'on sache dire des fois qu'on n'est pas trop expert. Moi, je pense que bon, la NBA, ouais, parce que exactement c'est ça la vitrine, en gros, hein, le grand public a commencé à être exposé à ça, mais je pense que c'est un monde tellement biaisé, le sport professionnel américain, avec les moyens mis à disposition, le nombre d'assistants coach, d'assistants personnels, de personnel traîneur qui gravitent autour des joueurs et joueuses. C'est quand même un monde, donc ce qui est mis en place là-bas, est-ce que ça sera transposable dans notre système? J'en sais rien. En tout cas, moi je trouve que ça pourrait être intéressant pour deux choses, pour ceux qui jouent moins, les exposer à des charges pour essayer de moduler le niveau de charge de ton effectif et pour tendre à être homogène dans les stimulations et de réussir à garder ça. Pour que, ouais, donc je pense que l'effet 1 il est là-dedans. Et après, l'effet 2, c'est qu'en fait, quand tu joues beaucoup, mais même le foot tous les 3 jours en compétition européenne, mais la NBA où ils jouent tous les jours, ils font des road trips avec 5 matchs d'affilée, le problème c'est que si tu ne fais pas ça, tu t'entraînes pas. Et donc la logique de se dire, bon ben c'est en prépa, quoi, c'est jour de haute stimulation et jour de basse stimulation, il n'y a pas match, on fait rien ou presque. Par contre, s'il y a match, ben vas-y, on combine très haute stimulation, match, prépa, et comme ça, on est dans la stimulation très forte ce jour et sur des planifs où on utilise ces jours hauts et jours bas, quoi. Donc voilà. Après, c'est un truc que j'ai voulu vous soumettre parce qu'en fait, je trouve qu'on le voit pas, nous, très peu dans les sports fréquentés. Et je pense que la plus-value, elle peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa pour des paramètres assez simples qu'on vient d'exposer. Ok. L'isométrie. Sous-coté. Pas de nuance. Non, sous-côté, bien joué. Très sous-côté parce que c'est le mode de contraction, à mon avis, le grand oublié de la rééduque, de la prépa physique, enfin de la compréhension du système de physiologie musculaire. Pareil, c'est un truc qui arrive depuis quelques petites années et voilà, donc je pense qu'on a commencé à comprendre, au même titre que la pliométrie, qu'il y avait différents types d'ISO et qu'en fait ces différents types d'ISO, ben, ça avait différentes adaptations et que ouais, il y avait peut-être 2 grandes familles d'ISO, mais que dans ces 2 grandes familles, il y avait beaucoup de possibilités, voilà, et que même il y avait des ISO croisés avec plein de caractéristiques. Mais déjà, overcoming yielding ou IMAP, appelez-le comme vous voulez, et dans ces familles, on peut mettre plein de nuances. Et de l'autre côté, on peut, de l'autre côté du prisme, il y a aussi combiner ces ISO pour faire différents types de stimulation. Mais je pense vraiment que c'est sous-coté, parce que pareil, c'est un truc qu'on ne savait pas utiliser, qu'on ne comprenait pas trop, et dont peut-être qu'on ignorait aussi les effets que ça pouvait avoir. Voilà. Donc je pense que, allez, encore une fois, que si tu connais l'outil, utilise l'outil que tu maîtrises, et si tu connais cet outil, bah là pour le coup tu sais qu'il va t'ouvrir quand même des milliards de possibilités, et que de la force max c'est faisable, de l'hypertrophie, de l'endurance, tout ce que tu veux, en fait, tout est faisable, même de l'explo sous ISO, ça marche. Ouais, clairement. Donc du coup, voilà, et le gros avantage de l'ISO, c'est que c'est quand même hyper sécuritaire en pratique. Et de manière très terre-à-terre pour du coach qui ne veut pas prendre trop de risques, pour nous en rééduque sur des gens qui ne sont pas encore avec des patterns moteurs très, très clairs, ben, c'est un outil, mais à mon avis, merveilleux, vraiment. C'est très, très, très sous-coté. De toute façon, comme je disais, il y a 0 nuance là-dedans. Moi, c'est Fred Koss qui m'a vraiment... bon, ça arrive depuis quelques années, ce distinguo, notamment entre yielding, overcoming, mais ça fait pas si longtemps que ça, au final, qu'on en entend parler. Moi, je me rappelle que, justement, Fred m'avait fait travailler sur des points de faiblesse en yielding, pour travailler justement sur les sticking points. Et pour le ressenti, du coup, c'était clairement incroyable, et c'est vrai que ça te fait voler derrière. C'est quelque chose qui te permet d'arriver à avoir un gain sur à peu près une plage de 30 degrés en moyenne, plus 15, moins 15, et qui te fait passer vraiment des paliers. Ça, on parle vraiment pour la prépa physique dans un premier temps, l'overcoming pareil, et je vais aller plus loin, mais dans la réhab, du coup, les personnes qui sont hyper tendues, il y a des papiers qui ont montré qu'il y avait justement une régulation de cette hypertension par du travail en isométrie, donc en fait c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour tout le monde, tout le temps, et comme tu disais, hyper sécuritaire. Il faudrait vraiment
Ou sinon, c'est Jeannette, 87 ans, qui vient pousser en overcoming sur un rack et qui se fait en fait une acromion claviculaire parce que elle a. Tu vois, mais Jeannette, en vrai, elle peut faire une minute de chaise pour sa lombalgie. Absolument, voilà. Jeannette, elle peut faire une minute En de chaise vrai, pour sa lombalgie. si c'est fait de façon normale, Censé réfléchir, c'est tout est impossible possible. de blesser une personne. Exactement. Il n'y a que du bonus là-dedans. Ouais. Ouais, et je suis complètement d'accord avec vous. Et surtout, en fait, si tu pousses la chose, notamment sur de l'iso-yielding, déjà ça fait le lien avec ta question sur le poids du corps, où globalement tu peux faire pas mal de choses en poids du corps avec du yielding. En fait, si tu tiens, par définition, le but c'est de t'approcher, l'échec se rapproche avec des longues durées, en tout cas par rapport à ta capacité d'isométrie. Ouais, c'est dur, mentalement c'est très dur. Mentalement, c'est trop dur. Et en fait, c'est ça aussi la problématique, c'est que c'est sous-coté, d'une part, déjà, encore une fois, par méconnaissance par certains, mais surtout parce que c'est ultra dur et c'est pas ultra ludique. En fait, si tu dis, vas-y, je pars sur un cycle, même toi, je pars sur un cycle d'isométrie et j'explore le truc, à un moment donné, tu peux vite te dire, wow, mentalement, je suis rincé et... vas-y, mets-moi un bosu, mets-moi un bosu. Tu vois. C'est vrai. Ouais, non, donc, ouais, outil clairement sous-côté, outil complexe, mais outil merveilleux, et il faut vraiment creuser parce qu'en fait, même les deux grandes familles d'ISO, mais il faut vraiment les creuser parce qu'à côté, il y a vraiment tout un panel de types d'ISO, ISO switch, ISO catch, ces trucs-là, c'est vraiment, tout est possible et vraiment, comme vous dites, ça a des avantages de ouf dans la prog, c'est vraiment bien. On va faire quelque chose de simple, le temps sous tension. Sur-côté ou sous-côté? Ultra sous-côté. Ultra sous-côté dans le sens où pour moi c'est une des variables les plus importantes en préparation physique parce qu'on se branle, et notamment sur les réseaux sociaux, un nombre de séries, un nombre de répétitions, mais en vérité si tu cumules les deux sans parler de tempo, parce qu'il faut forcément faire le lien avec le tempo, bah en fait le temps sous tension c'est justement cette accumulation du nombre de séries, du nombre de répétitions et du tempo. Et à partir de là, tu prends ce temps sous tension, tu rajoutes ça avec de l'intensité, et là, on a deux paramètres qui tiennent la route, donc ultra sous-côté. Ouais, sous-côté, c'est le temps ça résume simplement le vrai temps de travail effectif, en fait. Donc à partir de là, il n'y a pas mieux pour définir un travail. Et l'avantage, en plus, si tu le dissocies avec, comme on dit, avec le tempo, c'est ultra clair dans l'utilisation des phases excentriques, iso, concentriques qu'on veut faire. Et là, ça rebondit sur tout ce qu'on dit. C'est qu'en fait, chaque phase a sa pertinence et ça te permet en plus, le temps sous tension, beaucoup plus de précision. Et en fait, tu sais ce que tu fais, tu sais à combien de charges t'es exposé. Et en fait, c'est clair, quoi. Et je vois même pas comment on pourrait réfléchir sans, quoi. Ah ouais, pour être précis. Exactement, si tu parles de pas de temps sous tension et que tu compares deux personnes sans cette thématique du tempo, bah en fait, tu compares ce qui n'est pas comparable. Parce que deux personnes vont peut-être avoir un tempo x2, x3 de différence. Et donc, du coup, on n'aura pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes adaptations physiologiques. Ouais, sous-côté aussi. De toute façon, effectivement, on ne peut pas dissocier le temps sous tension du tempo. Et pour autant... j'ai pas l'impression que tout soit toujours fait sous tempo chez tout le monde. Je vais même aller plus loin, sans parler là que de temps sous tension, mais parce que du coup l'un et l'autre sont liés. Mais le tempo pour moi est presque le facteur roi dans tout ce qui va être programmation. C'est-à-dire que c'est beau de monter sur de plus en plus de charges, d'avoir des barres de plus en plus lourds. Et de sentir d'avoir un ego qui augmente forcément avec la barre, avec les charges. Mais une personne qui met 50 kilos et qui fait des temps sous tension qui sont longs peut en fait soulever la même chose que la personne qui met 70 et qui passe rien du tout. C'est juste avoir de la précision dans les paramètres de... C'est quelque chose qui est incroyable. Ouais, propre. Je vous tenter un truc. L'entraînement à jeun, on en pense quoi? On a le droit de joker ou... Pour moi, c'est surcoté. C'est surcoté, je vais essayer de nuancer parce que je pense que souvent c'est fait pour les mauvaises raisons, que c'est
mis en avant dans un but de perte de poids, etc. Alors qu'on le sait, la perte de poids, c'est seulement une balance entre tes apports caloriques et ta dépense calorique, ni plus ni moins. Après, ça peut être une stratégie employée, mais qui, pour moi, peut être aussi dangereuse. Et souvent, elle va être employée soit par des gens qui n'ont pas cette compétence, enfin cette connaissance-là, et qui ont des souhaits voilà, de perte de poids, etc., plutôt esthétiques. Et j'ai l'impression, c'est pas vraiment la population que je suis, mais j'ai l'impression que c'est aussi pas mal employé par les sports d'endurance. Dans un but de performance, je pense que ça peut avoir son intérêt, je pense à de l'ultra, etc., d'être capable d'aller stimuler ses réserves lipidiques, etc. Pourquoi pas? Et encore une fois, j'ai très peu d'expérience là-dedans, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus. Pour autant, le sportif amateur qui veut faire comme justement le mec qui s'entraîne 20-30 heures dans la semaine et faire la même chose et se dire je vais faire un entraînement à jeun, en fait limite il peut se mettre en danger et d'être derrière sur des syndromes RED-S où en fait tu vas être en sous-apport quoi, clairement, et ça peut être clairement créer un catabolisme protéique, enfin ça peut être problématique. Je garde mon joker parce que franchement, j'y connais pas grand-chose. J'essaye de réfléchir là un peu en même temps que je parle et j'ai du mal à quand même à arriver à comprendre pour le coup l'intérêt. Si c'est parce que la personne est en période de jeûne à la rigueur, et que ça, voilà. Non, ça, pourquoi pas, c'est encore autre chose. Mais vraiment se dire, je vais pas manger avant d'y aller, je pense que j'ai pas actuellement les connaissances pour dire quoi que ce soit, mais je vois pas ce que ça changerait en dehors du coup d'une glycémie qui est augmentée ou diminuée selon si tu prends ou pas. Ouais. Je vois pas vraiment effectivement ouais, sur si tu joues sur taper plutôt sur les glucides ou les lipides à la rigueur. Franchement, c'est pas quelque chose qui me semble hyper cohérent avec les connaissances que j'ai actuellement. Ouais, enfin moi je m'y expose juste parce que je m'entraîne souvent le matin et que je me lève trop tard pour prendre mon petit déj. Donc c'est ça le merdier. Et que globalement j'ai l'impression que les jours où j'ai le temps de prendre mon petit déj, je suis un monstre. Alors ça, voilà, c'est vraiment mon prisme, j'ai l'impression d'être un monstre. Mais... Non mais voilà, en gros je pense qu'il y a quand même des... On a montré que ouais forcément, enfin, je crois que... Alors attention, mais les papiers montrent qu'effectivement tu vas activer un peu plus la dégradation des lipides en premier, voilà. Donc ça pourrait être un avantage, mais je crois que peut-être qu'un des avantages, t'en parlais, dans l'ultra ou dans les sports d'endurance, peut-être se mettre dans le mal et d'aller apprendre à vivre dans cette zone psychologique et peut-être un peu physique de mal et de te dire quelle est ma tolérance à ça. Peut-être que ça peut être aussi une éducation à ce mais que tu vas connaître au centième. Ah non, mais alors par contre, il faut que ça soit encadré. Voilà. Et après, et aussi les papiers montrent des trucs pas mal, c'est quand même que ça marche mieux sur les sportifs qui sont entraînés professionnels et habitués à ce genre d'efforts dans les sports d'endurance qu'ils côtoient, que sur nous, les effets sont vraiment très minimes. Donc, dans le fond, prenez 20 minutes pour prendre un vrai petit-déj avec des protes et aller faire du sport après. Un peu de ouais, impeccable. Mais bien sûr, pourquoi pas. Ouais. On fait un peu à la volée. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées sur Insta notamment, donc on va les aborder. L'iso inertiel. Sur côté. Sous-côté. Ok. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai très peu testé. Je pense que c'est surcoté par les industriels, forcément. Mais je pense que globalement, ça peut être un outil hyper intéressant. Peut-être pas à la base de la pyramide, mais ça peut être intéressant. Pas à la base de la pyramide, mais je pense que ça peut avoir des intérêts de dingue dans certains sports. Moi, si je pense VTT de descente et machin, forcément, si moi tu me donnes cet outil, mais je me dis la contrainte excentrique répétée par cet outil, voilà. Là, j'avoue qu'on est au devant de pas mal de possibilités d'entraînement, et je pense que c'est un vrai bon outil. Après, moi, pour être honnête, je ne le maîtrise pas, donc voilà. Ouais, mais c'est que par rapport à ce que je vois, et je pense que, en fait, le surcoté que je dis, il est vraiment par rapport au fait que il y a beaucoup de choses à faire avant, point. Après, sur une stratégie de performance peut-être plus lointaine, pourquoi pas, mais en vrai, on voit apparaître tout le temps des nouvelles choses. Je ne sais pas si c'est la chose à faire en priorité, quoi. Point. Les commotions ? Archi sous-côté.
Ultra sous-coté, la prise en charge des commotions, c'est non négociable, c'est mettre la vie des sportifs en danger, donc c'est non négociable. En fait, il n'y a même pas à argumenter pour moi dessus, quoi. Je trouve qu'il faut, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit pris à son importance. J'ai pas l'impression que ça soit de partout pareil. Parfois en boxe, notamment boxe ou MMA, j'ai l'impression que c'est quand même léger. Il y a des combattants qui reviennent parfois, même avant des périodes prévues. Quand il y a des signes de décortication, de décérébration sur un moment, c'est pas normal de faire ça. Il faut que ça soit vraiment pris beaucoup plus en charge, quoi. Ouais, je pense qu'il faut que ça soit pris en charge de manière hyper précoce pour que ce soit diagnostiqué très vite et qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ne les repère pas. Et il faut faire prendre conscience aux gens que c'est une rédu qui est hyper carrée avec plein d'étapes à valider avant de pouvoir prétendre à un retour terrain et que c'est surtout un truc hyper dangereux, un syndrome du second impact. Si tu as un second impact qui arrive trop vite, là tu peux vraiment mettre en danger ta vie et ton cerveau de manière durable. Voilà, et ça peut être des blessures invisibles parce que ça peut être des blessures qui sont avec des symptômes aussi bizarre que de la fatigue ou de l'irritabilité ou des sensibilités au bruit, à la lumière, ce que tu veux, mais en fait des trucs que tu pourrais mettre sur le dos d'autres choses. Je suis juste crevé en ce moment, je suis trop pris. Mais en fait non, il faut être, tant qu'il y a une persistance de symptômes, il faut évaluer tous les symptômes quand les gens vont bien, parce que comme ça quand ils sont exposés à la commotion on sait. Mais tant qu'il y a la moindre persistance de symptômes, en fait, le cerveau n'est pas guéri, quoi. C'est pas possible. Et attention, parce que quand vous mettez, quand vous discutez avec sportifs ou sportives qui sont exposés à ce genre de traumatisme, attention, parce que eux-mêmes, leur prisme peut être un peu biaisé parce qu'ils sont exposés aux symptômes et ils ont plus le cerveau clair pour trancher sur le fait que c'est peut-être même pas de la mauvaise volonté. C'est simplement qu'en fait, leur cerveau n'a plus la capacité de raisonner convenablement parce que la mémoire est altérée, ils n'ont pas le souvenir de tout, parce qu'ils sont juste fatigués, qu'ils dorment 3 heures de plus que d'habitude, mais pour eux c'est absolument normal. Et attention, donc c'est des relationnels difficiles, c'est un contexte difficile et de le faire comprendre à tout le monde c'est chaud. Les gars, vous êtes trop passionnés, vous parlez trop. Ok. Pour ceux qui sont intéressés sur la thématique, j'ai fait 2 épisodes, pas forcément que Focus sur la commotion, mais avec Romain Bordas et François Maubert, que je mettrai en lien dans la description. La zone 2. Point. Sous-côté. Ouais, c'est sous-côté. Pas... À mon avis, ça peut être surcoté parce qu'on est dans le milieu et qu'on en entend beaucoup parler. Et que c'est la mode aussi. Mais globalement, pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas dans le métier, on va dire, clairement, c'est sous-côté. Voilà. Et fait de la zone 2, c'est du coup de l'endurance. Mais en gros, surcoté nous dans le milieu parce que peut-être qu'on en parle vraiment beaucoup et que... Mais je pense que c'est à juste titre. Mais il faut dire aux gens qu'en fait, la vraie zone 2, la vraie endurance, c'est du talk test, c'est être capable de faire ton footing en discutant en même temps sans être essoufflé. Je pense que personne ne fait ça dans l'existence ou presque. Trop à se mettre dans donc, le dur. Tout le monde dit, mais regardez les Strava. Récup à 4,20. Il y en a quelques-uns qui peuvent, ou quelques-unes, pardon, qui peuvent le faire sur Terre. Ok, on est 99,9% à pas faire de la récup à 4,30, ni à 4,40, ni rien. Donc faites de la vraie zone 2, exposez-vous à ça avec des volumes progressifs et des hauts volumes. Et ça fera toujours pareil la bonne base de la pyramide aéro avant d'aller vers la spécificité du sport demandé. J'ai une question de Quentin, qui est un des gars d'Adri, qui nous demandait ce qu'on pensait du travail de force dans les sports d'endurance. Archi sous-côté. Ouais, archi sous-côté, on a pu discuter tout à l'heure. Voilà. C'est quelque chose, de toute façon, on avait pu commencer effectivement à en discuter tout à l'heure, mais c'est quelque chose que les coureurs ne font juste pas. L'amélioration de la force max et puis même des autres caractéristiques de la force n'est pas à négliger pour améliorer à la fois la prophylaxie mais aussi la capacité du coureur sur la performance, quoi. Courir ou faire du vélo longtemps ou nager longtemps, c'est pousser fort sur une pédale, pousser fort sur un sol, pousser fort dans l'eau avec la main. Pousser fort, ça se développe en faisant de la force. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire que de la force, même si la force c'est la vie, mais il ne faut pas faire que de la force. Mais à un moment ou à un autre, il faut faire des cycles de développement de force. Il faut maîtriser les outils pour développer la force, même chez les gens qui font du sport d'endurance, et casser les mythes qui font que non mais je veux pas prendre de poids, non mais je veux pas devenir un bodybuilder. Ok, si on programme la force, on va pas devenir un bodybuilder. On peut faire des gros gains de force avec peu de modifications visibles du physique. Donc
Placer une séance ou ouais, placer une séance de mobilité spécifique sur côté ou sous côté. Tu veux dire qu'on fait que ça? Ouais. Globalement, c'est surcoté. Si on fait que ça, je pense que... Parce qu'en fait, tout simplement, ça ne respecte pas le principe de continuité qui est de mettre de la fréquence. Mais sinon, la mobilité, pour moi, c'est sous-coté. Ouais, c'est sous-coté. Comme tout, pour moi, c'est un outil à entraîner. Et que ce soit et la souplesse et la mobilité. Et c'est vraiment, si le besoin est dans la pratique, dans le sport concerné, c'est d'avoir besoin de ces aptitudes, et ben il va falloir, quoi qu'il arrive, on en a besoin, donc il va falloir développer. Donc on fait des séances à part de cette modalité d'entraînement, au même titre qu'on va faire des séances de force, au même titre que, voilà. Ce n'est pas qu'un échauffement. Ouais, pour moi, surcoté, du coup, si on est effectivement sur une séance isolée. En revanche, très sous-coté, et ça c'est pour toutes les populations sportives, pas sportives, pour le faire au quotidien. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait faire au final 2, peut-être 3 fois, parfois même 4, sur des séances pas très longues, mais en faire. Et c'est ça qui, au final, c'est la base de la pyramide au final. Clairement. D'avoir les capacités articulaires, les prérequis articulaires. Ok. Le massage, c'est une question qui nous a été posée par Paul Lieb. Côté. Je sais même pas ce que c'est, les gars. C'est mort. Je déteste avoir les mains huileuses. Je déteste toucher des gens pendant des heures. Non, c'est pas possible. Enfin, pourtant, je fais du hands-on, il n'y a aucun problème dans ma pratique. Hein. Mais je parle juste de l'acte de masser. Réservé à une certaine population, j'ai envie de dire, dans ma vie, quoi. C'est pour ça que tu mets une séance de prépa phisique après les matchs. Exactement. Surtout pas faire de récup, vous êtes malade. Non, je rigole. Non, je parle juste de l'outil. On parle pas de mobilisation, de temps calme, de massage pur, mettre un truc sur ta main et frotter quelqu'un. Encore une fois, si c'est le besoin pour passer de 98 à 100%, c'est mon métier. Ça peut être de temps en temps, dans un tout petit contexte, une partie de mon métier. Je le ferai. J'allais dire avec plaisir, mais c'est pas vrai. Je le ferai. Et ça sera un temps d'échange avec plaisir. On pourra profiter de ce moment-là pour développer d'autres trucs. Et ouvrir les cœurs, ouvrir les esprits un peu, que ça discute. Mais c'est terrible d'avoir les mains sales, quoi. Enfin... Puis même, en vrai, s'ils veulent se masser un point, une balle et un sol, ça marche très bien. Il faut arrêter les bêtises. Voilà, ça dépend quel type de point. On peut utiliser d'autres trucs. Ok. Voilà. C'est génial parce qu'on pourrait continuer pendant 18 ans. Ah oui, oui. Et ouais. Le travail unilatéral en renfo, réhab ou renfo, prépa, quoi. Le travail unilatéral. Surcoté. Sous-coté. Ouais. Je commence à être fatigué. Sous-coté. Putain, c'est dur. Ouais, sous-coté. Sous-coté. Mais pour autant, on peut avoir quand même vachement de gains avec uniquement du bilatéral. Mais globalement, ouais, je dirais quand même sous-coté, parce qu'en fait, c'est très très peu exploité par les sportifs. À la fois, ils sont pas assez exposés, et puis moi je vois surtout le fait qu'en bilatéral, effectivement, on peut faire pas mal de choses, mais il suffit qu'il y ait, notamment sur les membres inférieurs, un membre inférieur qui soit un peu plus puissant ou fort que l'autre, et en fait... Par irradiation, on va avoir quelque chose de propre, mais en fait, potentiellement, il y a quand même un travail à faire sur le côté. Pour corriger certains déséquilibres, pour développer des jambes d'appui dans les sports ou des jambes ou des bras, enfin bref. Cross-effect aussi en réathlétisme. Ouais, voilà, en cross-éducation, tu peux, voilà, tous ces process en réhab ou en entraînement, c'est indéniable. Après, si on parle de réhab, je pense qu'on est obligé d'y passer. Au travail unilatéral, c'est même pas, c'est même pas un débat. Et après, en prépa, je pense qu'il faut y passer, tout en sachant que tu vas quand même surcharger un Bulgarian Split Squat. Et quand même, fais gaffe à ce que tu surcharges en structure quand même, tu vois. Est-ce que tous les sports ont besoin de travail unilatéral en fin de pyramide? Je suis pas sûr non plus, par exemple, tu vois. Ça dépend. Mais voilà, je pense que, encore une fois, un outil, et l'outil, on peut l'utiliser de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. En réhab, un peu tout le temps, par contre. Je vous mets mon dernier thème, si vous en avez certains, qui nous a été posé encore une fois par Seb Morin, le VBT. Velocity Based Training, donc l'entraînement basé sur la vitesse en français. Sous-coté. Mais oui, super sous-coté. Sous-coté. Et c'est marrant parce que là-dessus, il n'était pas d'accord avec nous.
Okay. Donc ce serait intéressant d'en discuter Octogone. avec lui, mais Avec eux, je suis fatigué. mais moi aussi je pense que c'est sous-coté. Pour autant, c'est pas obligatoire. Je pense qu'on peut faire plein. Enfin, on n'est pas obligé d'utiliser ça, mais c'est un outil qui pour moi est intéressant quand même. Moi, je pense que c'est un outil intéressant qui est vraiment intéressant pour des milliards de trucs. Donc, on parle d'accéléromètre ou d'encodeur linéaire. En gros, c'est des petits boîtiers, soit en Bluetooth, soit avec une corde que vous accrochez sur votre barre et ça mesure la vitesse de la barre, de déplacement de la barre. Je pense qu'il y a plusieurs. Ça dépend pourquoi on l'utilise. Par exemple, je pense qu'on est tous d'accord que l'intention de vitesse dans les mouvements, que ce soit de la force max ou de l'explo, de toute façon, il faut toujours rechercher à aller le plus vite possible avec ta barre. Et je pense qu'en focus externe, le fait de focaliser sur autre chose que nous-mêmes et d'avoir un objectif, je pense qu'en termes de développement, c'est incroyable d'avoir ce focus externe. Et ça peut aussi être utile à voir à quel moment dans ta série, sans donner de rep, et voilà, à quel moment tu vas décroître et de savoir à quel moment tu arrêtes ta série. Et tu respectes l'individualisation à mort. Parce qu'en fait, tu dis pas sur des groupes, par exemple, tu as 3 athlètes, tu vas pas leur faites un 5x5, mais en fait, non. Tu vas à un 5x5, franchement, quand ta courbe elle arrive en dessous de 0,6, 0,7 mètres par au-dessus, enfin bref. Quand ta vitesse décroît trop, tu t'arrêtes, et bien voilà, stop. En fait, quand tu n'es plus capable, tu vas crever, tu t'arrêtes, enfin tu mets une barrière. Et il y a aussi autre chose, c'est pour les évaluations des 1RM. En fait, on sait que sur le membre inf, entre 0,3 et 0,5 mètres par seconde, tu es entre 80, 90, 100% de ta RM. Ça peut faire des RM du jour en fait. Au lieu de se baser sur une RM qu'on a fait 2 semaines avant, en pourcentage de poids, si on travaille avec des pourcentages, viens, on se fait un petit warm-up, on calibre en faisant un petit profil force vitesse au back squat juste pour voir à quel moment tu es dans des zones où ta vitesse elle décroît parce que la charge est lourde et voilà, et très bien, ta RM du jour ça sera ça, on a une information fiable et en fait on s'en fout limite du poids sur la barre, on saura que aujourd'hui c'est 70 alors qu'il y a 2 semaines c'était 77. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais du coup voilà, ça peut être un outil hyper adaptable. Et vous l'utilisez en réathlétisation ? Ah ouais, moi je l'utilise en réhab et en prépa, vraiment c'est un outil que j'utilise quand même beaucoup pour toutes ces raisons. Même des évals de RM, des focus externes et des suivis et de pouvoir arrêter des séries quand j'ai envie qu'elles s'arrêtent. Parce que déjà on sait que en fonction du moment de l'année et des variations qu'il peut y avoir dans notre vie en tant que sportif sain, il va y avoir des variations au jour le jour, mais surtout c'est encore plus vrai chez un athlète blessé en fait. Oui, et d'autant plus on sait que c'est pas linéaire. En réhab, voilà. Et après, ouais, grave, en réhab c'est primordial. Enfin, allez non, c'est un outil hyper intéressant parce que c'est tellement fluctuant, l'état de forme est tellement fluctuant quand tu as été blessé ou opéré que globalement, je trouve que c'est sympa. On revient aux data au final. C'est absolument pas surcoté. Non, oui, c'est vrai. C'est des data au final qui sont instantanées et à la fois c'est un feedback qui est incroyable. Pour le coup, je l'utilise pas, mais c'est quelque chose que je vais mettre de plus en plus en place. C'est quelque chose qui est incroyable. Et après, il y a plein de façons d'avoir un feedback externe. Le feedback pour la personne, au final, c'est quelque chose qui est aussi sous-coté. Mais en fait, ça fait partie des feedbacks. En fait, à partir de là, c'est... Le focus externe, c'est le feedback. Le focus externe, c'est le truc d'aller se concentrer sur autre chose que ton mouvement à toi et ton propre mouvement. Au lieu de dire tends les genoux sur un squat, tu vas aller dire pousse aussi fort que tu peux dans le sol pour ton squat. Les deux intentions ne sont pas les mêmes. Et on sait que le focus externe, quand même, sur l'automatisation du mouvement, sur l'efficacité de l'apprentissage, le focus externe, c'est un truc de fou. Donc, faites des focus externes dans tous vos exos, dans tous vos coachings. Donnez des buts extérieurs à la réalisation du mouvement. Creusez-vous la tête. Il y a des milliards de manières de faire des focus externes. Un box squat en effleurant la boxe avec les fesses à la descente sans s'asseoir, mais ça c'est parfait pour l'amplitude du squat. Plutôt que de lui dire descends pour avoir la cuisse à l'horizontale, machin. Non, en fait, vas-y. Et à chaque fois, son focus dans sa tête, c'est vas-y, je vais toucher la boxe avec mes fesses et je repars. Le focus externe, c'est un monde merveilleux et pour nous, et en rééduc et en entraînement, c'est incroyable. T'as une thématique Le focus externe non. Merci à vous les gars. Merci à toi, à tous les deux. C'était génial. À tous les deux, ouais, vraiment. Et merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve chaque mercredi, d'ores et déjà, à 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force. Merci mon gars. C'est bien. Parfait. Trop bien.